Très bien. Mais déjà, je voudrais d'abord dire bonjour à tout le monde. Merci d'être avec nous. On va juste attendre comme 1 à 2 minutes le temps que le professeur Reda nous rejoigne. Il est en train de finir son cours et le temps de se connecter et tout. Donc, on va commencer vers 32-33. Ah, c'est bon, il est là. Bonjour Reda. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Comment tu te portes? Merci. D'accord. Je pense qu'on est tous là. Sans tarder, on va commencer. Ben déjà, bonjour à l'ensemble de nos invités, bonjour à l'ensemble des participants. Je me présente, je m'appelle Femi Fagla et aujourd'hui, je suis soutenu par Alexia Pilon et Arnaud Francioni dans le cadre du symposium étudiant Interroger les adaptations et adaptations occasionnées ou engendrées par la COVID-19. Je vais d'abord débuter par les consignes. Alors, sachez que nous demandons aux membres du public qui auront des questions pour les panélistes de bien vouloir les inscrire dans le conversé lorsque ce sera le temps des questions. Et mon collègue, en fait, me les transmettra dans l'ordre, en fait, d'apparition. Le symposium, sachez qu'il est enregistré. Et notre objectif, c'est vraiment de pouvoir le rediffuser en mode asynchrone. Et ceci étant dit, nous vous encourageons à interagir dans le conversé afin d'enrichir l'ensemble des discussions. Bien, déjà, encore une fois, bienvenue à tout le monde et bienvenue au panel numéro 4 du symposium qui s'intitule « Territoire, information et risques ». Et en fait, dans ce panel, nous allons nous intéresser aux opportunités évolutives et à l'ensemble des organisations, des institutions en temps de pandémie, dans leur capacité à se transformer, à s'adapter pour répondre et offrir des services. Mais avant tout, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous présente d'abord nos honorables invités. À premier lieu, nous avons le professeur Racine François, qui est architecte et urbaniste inscrit aux 2 ordres du Québec. Il est aussi professeur en urbanisme et design urbain au département d'études urbaines et touristiques de l'UEG-UQAM. Et à partir de 2001, il a fondé avec Cécile Berbe l'atelier BRIC, qui est en fait une firme spécialisée dans les études morphologiques et patrimoniales. Et il se concentre surtout sur l'élaboration de projets de design urbain. À l'UEG-UQAM, ses recherches et travaux professionnels portent sur le processus de formation et de transformation des milieux bâtis, et plus particulièrement sur l'arrimage entre la recherche sur les formes urbaines et surtout les interventions sur les ensembles patrimoniaux. Alors, en deuxième position, nous avons Jean-Christophe Veilleux, qui est un ancien étudiant en kinésiologie et un des membres fondateurs du projet UNIDE, dont on va en entendre parler tout à l'heure. Alors, il a acquis beaucoup de connaissances fondamentales sur la relation entre le bien-être d'une clientèle liée au domaine de la santé, et il a complété un stage comme neuroanatomiste à l'Université de Montréal. Une idée qui est une initiative étudiante a été lancée en 2020 par lui et ses collègues dans l'objectif de briser la solitude dans les établissements de soins au Québec. Et il en discutera en détail. Il nous apportera aussi son regard sur l'apport numérique dans le domaine de l'innovation sociale. Et sa présentation à lui s'intitule « Ensemble pour briser la solitude ». Et enfin, nous avons le professeur Mohamed Reda Komsi, qui est directeur des cycles supérieurs en tourisme du département d'études urbaines et touristiques de l'UEG-UQAM. Il est également professeur en gouvernance des organisations et des destinations touristiques. Lui, ses intérêts de recherche portent d'abord sur les villes, les destinations touristiques d'une part, mais notamment l'usage des TI, donc intelligence artificielle, blockchain, OTA, big data, et tout cela pour améliorer l'expérience des touristes, avoir un regard sur la fracture numérique, le transport aérien, et finalement, impacter le rôle des événements dans le développement touristique des métropoles. Alors, je souhaite à l'ensemble, à tous, un bon symposium. Et sans plus tarder, je vais passer la parole au professeur Racine François sur sa présentation. Merci, Fémi. Est-ce que c'est possible de la mettre plein écran? Oui. Bon, alors, je félicite déjà les étudiants pour cette initiative de ce symposium là, dans le contexte actuel. Et ce que je trouve intéressant, c'est justement prendre un peu de recul par rapport au contexte social et contexte un peu de crise dans lequel on vit. Donc, essayer de voir comment ça affecte, je pense que c'est un peu ça l'idée, comment ça affecte nos recherches, notre façon de définir des problématiques, éventuellement, peut-être de trouver des pistes nouvelles pour essayer de voir comment ces bouleversements
peuvent faire avancer la pratique. Moi, étant architecte et urbaniste et faisant de la recherche en morphologie urbaine, donc dans la question, la notion de territoire, donc je vais avoir un angle beaucoup plus spatial, donc ce qui vient en fait, ce qui oriente mon regard à travers tous les événements qu'on a vécus là, par rapport à la COVID et qu'on vit encore, c'est vraiment son application dans la façon d'aménager la ville et dans la façon de poser des questions sur comment gérer l'espace collectif, l'espace public. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai monté ce petit PowerPoint juste pour vous faire part un peu de mes réflexions et de mes observations, je dirais, sous un angle de chercheur universitaire. Donc, tu peux mettre la prochaine diapo. Voilà, donc le contexte de la pandémie, ce qu'on a remarqué, je pense que chacun d'entre vous dans vos quartiers, ceux qui habitent Montréal, même en province, cette notion où les villes en général doivent repenser les espaces publics pour un constat bien simple, c'est pour éviter de propager un virus mortel. Donc, il y a toute cette crainte collective associée à un virus dont on n'a pas de remède ou de vaccin. Donc, dans ce cadre-là, il y a eu des directives qui ont été portées par l'État, à la fois au niveau fédéral, provincial, et les villes ont emboîté le pas. Et vraiment de se doter, comment faire pour qu'on puisse vivre ensemble, dans un contexte de distanciation physique, vivre l'espace collectif de la ville. Donc, ce qu'on a remarqué assez rapidement, donc moi je trouve que c'est une mutation assez drastique, et assez intéressante dans le sens qu'il y a tout de suite eu, pour des mesures de distanciation, on a réapproprié de l'espace public, piétonnier, du domaine véhiculaire. Ça s'est fait de manière, je dirais, rapide, un peu improvisée dans un premier cas. Si on regarde sur la diapo de droite, c'est presque des clôtures anti-panique qu'on a mis directement pour faire en sorte justement que l'espace réservé au cheminement piéton puisse se dilater sur la rue et faire en sorte qu'il y ait plus d'espace de circulation. Donc, ça nous permet, dans un premier temps, de voir à quel point l'espace qui est réservé aux piétons est minime dans la ville actuellement par rapport à l'espace qui est réservé à la voiture. Donc, on voit véritablement un déploiement des cheminements piétons le long de trottoirs qui sont actuellement élargis, là, en tout cas virtuellement élargis. Donc, ça pose aussi l'idée de dire que nos espaces publics sont extrêmement importants. Le fait aussi que les gens sont en période de confinement, donc ils vont beaucoup plus graviter au niveau des services de leur quartier. Donc, ça met de la pression sur les grandes artères commerciales de la ville et éventuellement notre façon d'interagir aussi avec les services, les commerces, notamment quand il y a la situation où on doit attendre avant de rentrer dans un commerce. Et il y a un élément de distanciation. Donc, on doit déployer et avoir plus d'espace public piétonnier dans la ville. Donc, c'est le premier constat que j'ai remarqué. Et c'est fait de façon temporaire. On voit des clôtures ou des éléments de bollard qui est habituellement réservé pour les pistes cyclables ou pour les voitures qu'on vient installer rapidement. Et on voit la mutation entre les lieux qui étaient réservés à la voiture, le stationnement, qui deviennent des lieux de piétonniers et qui font partie du réseau d'espace public de la ville qui s'accroît en termes de mobilité. Peut-être la prochaine diapo. Donc, ça a affecté à la fois les espaces sur les artères mixtes, commerciales, dans le déploiement, d'avoir des espaces de cheminement plus vastes, mais aussi ça a permis de dédoubler dans certains cas, si on regarde ici à droite sur la piste cyclable de Rachel, puisque la sécurité des cyclistes aussi est non plus nécessaire, bien, elle est liée aussi à la sécurité par rapport aux véhicules, mais là, il y a aussi un enjeu de santé qui a fait en sorte que les cyclistes se sont retrouvés avec 2 fois plus d'espace de cheminement dans la ville. Et aussi, il y a toujours une espèce de rétrécissement de l'espace réservé à la voiture. Dans certains cas, c'est sur le réseau cyclable existant et dans d'autres cas, dans la photo de gauche, on a imaginé de nouveaux corridors de connexion à l'échelle des quartiers. Et donc, on a vraiment aussi réapproprié de l'espace à la fois sécurisé et à la fois aussi pour les mobilités douces. Tout ça dans un caractère extrêmement rapide, puisqu'on voit les cônes orange à droite. Donc, c'est vraiment, on a ligné rapidement l'espace. Donc, il y a vraiment une mutation rapide, une transformation rapide du rapport entre l'espace pour les mobilités douces et l'espace pour les voitures. Bon, je montre aussi que la ville en a profité pour définir aussi des nouveaux réseaux dans la ville, différents
types de réseaux cyclables, des corridors actifs, des corridors sécuritaires. Donc, il y a tout un nouveau réseau qui s'est mis en place extrêmement rapidement pour accueillir cette mobilité douce et faire en sorte que l'espace urbain puisse être sécuritaire pour les déplacements à pied et en vélo. Prochaine diapo. L'autre élément qui est extrêmement intéressant, c'est qu'à une certaine période de la pandémie, il n'y avait plus de possibilité de rencontres dans les foyers, donc les lieux de rencontres sociales habituels, que ce soit aussi les lieux dans les institutions, les universités et autres. Tous ces lieux se sont éclipsés tout d'un coup, n'étaient plus praticables par les communautés, par les groupes. Donc, tout ce qui nécessitait des liens entre les amis, entre les familles. Donc, on voit que tous les lieux comme les parcs publics, les espaces libres sont devenus vraiment les seuls lieux, en fait, les seuls lieux sécuritaires de socialisation. Donc, ils ont repris une dimension, une importance dans nos pratiques sociales, dans le support, comment l'espace public est en fait un support à notre vie en collectivité et qui a permis vraiment d'assurer un élément où on a brisé l'isolement. Donc, il y a une réappropriation très, très forte des espaces publics. Donc, ça, c'est des éléments extrêmement intéressants qui se sont faits. C'est sûr qu'il y a eu un contrôle, je dirais, par les forces policières pour qu'il y ait une certaine, je dirais, distanciation dans la façon que les groupes se sont assemblés ou se regroupés dans les parcs. Mais comme tel, on a pu vraiment revoir une réappropriation des espaces publics. Prochaine diapo. Donc, j'ai remarqué aussi assez rapidement les réactions dans les médias. D'ailleurs, il y a plusieurs médias qui m'ont contacté à titre d'architecte urbaniste parce qu'il y avait des problématiques. Donc, première des choses, bon, c'est un grand titre d'un journal, automobiliste frustré, retrait de centaines de kilomètres pour les piétons et les vélos. Donc, on remarque que ces mesures de distanciation au nom du mieux-vivre des citadins font pester les automobilistes à Montréal. On craint que sous le couvert de la pandémie, les autorités municipales sont en train d'encadrer, sans consultation ni étude d'impact sur le trafic, les décisions idéologiques irréversibles. Donc, on voit encore le pôle qui est assez courant depuis les cinq dernières années, de toujours le lobby véhiculaire versus le lobby mobilité douce, toujours cet affrontement dans ce que devrait être l'espace urbain, quel groupe ou quel type de mobilité qui doit être privilégié. C'est encore un vieux débat et je pense que pendant la pandémie, ça a exacerbé cette problématique. Un autre élément, bon, Montréal-Nord, des aînés veulent faire démanteler les corridors actifs, donc même les usagers pour lesquels on avait pensé, en fait, sécuriser certains espaces sur la voie publique, donc des nouveaux trottoirs, des nouveaux cheminements, déplorent, en fait, la détérioration de leur sécurité. On sait que le fait d'avoir un trottoir en haut puis une partie asphalte en bas, il y a une chaîne de trottoirs, donc au niveau de la mobilité, ce n'est pas tout le monde qui peut se déployer dans ces espaces qui sont plus larges. Et aussi, ça a un effet aussi sur l'accessibilité par rapport aux arrêts d'autobus, donc ça chamboule aussi la desserte en transport collectif. Alors, on voit justement, un instant, je voulais juste reprendre aussi un élément au niveau de la réflexion politique, parce qu'on voit la ville et ses services d'urbanisme, services d'aménagement, voirie, ont déployé des éléments de signaux pour définir des nouveaux espaces publics. Donc, j'ai pris une citation de Valérie Plante. Donc, avec la réduction de la circulation automobile en cours des dernières semaines et le fait que de nombreux Montréalais ont adopté la marche et les vélos dans leurs déplacements, ça amène notre façon de repenser la façon que nous partageons l'espace public. C'est une question qui existe en urbanisme, en aménagement urbain depuis une dizaine d'années, mais là, elle est vraiment exacerbée. On peut aller à la prochaine. Donc, ça nous amène, bon, la problématique, on le voit, c'est une réaction rapide par des instances publiques à la fois provinciales, fédérales, des pressions aussi de la santé publique qui a fait en sorte que la ville a aménagé l'espace public, s'est réapproprié d'un réseau. Mais ça nous pose en fait la question. On voit aussi que les automobilistes, les citoyens pour qui ça s'adressait ne sont pas nécessairement satisfaits. Donc, on arrive vraiment à cette notion de comment repenser ensemble la façon dont nous partageons l'espace public. Ce qui est intéressant dans le contexte de la pandémie, c'est qu'on est tous affectés par ce virus, donc on est mobilisés. Il y a un moment de mobilisation peut-être plus grand et ça m'amène à amener des éléments d'évolution de la pratique de l'urbanisme, donc la question de l'urbanisme participatif qui devrait être mis en avant-plan. Donc, ça nous a amené, avec un collègue de l'Université Concordia, élaborer une demande pour un projet de recherche-création au FRQSC, donc qui justement adresse ou pose cette question en essayant de réfléchir sur des nouvelles trajectoires urbaines à Montréal. Donc, comment
ensemble et non pas par une dualité, comment les gens du milieu, les gens qui habitent la ville, les groupes de citoyens pourraient imaginer éventuellement pérenniser ces appropriations d'espace public et en faire un projet de ce que la ville pourrait devenir. Donc, se servir de la pandémie pour imaginer la ville et nos espaces de déambulation nouveaux où la voiture est beaucoup moins importante, où on a différentes expériences sociales et autres. Donc, mais là, ça pose un autre problème, c'est comment développer des outils de co-design dans un contexte de distanciation physique et d'isolement. On sait que le co-design implique justement un rassemblement autour de définition de vision. Donc, comment faire ça quand on est isolé? Donc, ça pose encore un autre problème. C'est comme un système de poupée russe, de problèmes qui s'emboîtent. Mais bon, on a amené une piste de solution, peut-être la prochaine diapo, puis c'est la dernière. Je ne sais pas si j'ai pris mon 10 minutes. Donc, on a déjà exploré avec un exercice justement avec la table de concertation du Faubourg Saint-Laurent et aussi l'organisme de développement économique là, du quartier latin qui regroupe les commerçants. Donc, on essaie d'imaginer le développement de la ruelle Joly. Bon, je m'excuse ici, j'aurais dû mettre deux couches, là, la couche, le fond de plan derrière. Donc, la ruelle Joly, c'est l'espace attenant. Il y a la rue Saint-Denis, et la bibliothèque Saint-Sulpice. Donc, on est dans le cœur d'îlot derrière la bibliothèque Saint-Sulpice. Donc, c'est un espace, un îlot carré où il y a beaucoup d'espace et depuis de nombreuses années, il y a un problème d'interface aussi avec les résidents. Il y a des commerces et il y a des résidents, disons, de l'autre côté. Donc, on a organisé un exercice de co-design et on essaie d'imaginer en le faisant à distance. Donc, on s'est servi de certains éléments qui ont été développés, je dirais, dans l'approche homme-environnement ou environnementaliste. Essayer de voir certains critères spatiaux. Donc, de demander aux gens, est-ce qu'il y a des points d'entrée? Est-ce qu'il y a des liens? Est-ce qu'il y a des polarités? Est-ce qu'il y a des barrières ou des éléments de perméabilité? Donc, on a fait appel à des espèces d'éléments spatiaux, puis on a demandé des gens de travailler en collage, en équipe. On a aussi essayé de travailler aussi avec des précédents urbains, donc des images, à la fois des caractères, des activités, des notions d'activité éphémère, qui étaient des éléments que les citoyens voulaient pour cet espace-là, et on s'en est servi vraiment pour définir des exercices en collage. Donc, ça pouvait être fait à distance, mais avec des éléments de représentation spatiaux. Et ça nous a amené à définir un concept ici, donc créer un espace convivial regroupant 3 pôles d'activités thématiques, à la fois un lieu culturel près du musée, un lieu de centralité de regroupement de l'ensemble des communautés qui résidaient autour de l'îlot, puis une notion aussi d'agriculture urbaine, puisqu'on a des restaurants, des pôles qui gèrent la question de la nutrition végane et autres, et aussi la notion aussi de créer un point d'entrée dans la portion nord, donc l'idée d'une porte pour dire que cet espace-là n'était plus nécessairement un espace semi-public, mais devenait plutôt, non privé, mais public. Donc, on avait des outils là, qui pourraient être utilisés dans notre vision pour régler les problèmes qui se posent en cours de route. Donc voilà, ça termine cette réflexion là, sur l'impact de la COVID dans la réflexion sur l'aménagement urbain, en tout cas dans la mienne, et dans les éléments que ça a créé comme incitation pour démarrer des projets de recherche. Vraiment, je vous remercie pour cet excellent exposé. Fondamentalement, si j'ai bien retenu, mais à mon niveau, si j'ai bien compris, il s'agit surtout d'abord d'un phénomène de mutation donc qui agit sur la question de comment se réapproprier l'espace public en général. Bon, ensuite, il a fallu mettre en place des transformations rapides pour s'adapter aux enjeux sanitaires, mais tout cela a eu quand même des influences, notamment sur la façon dont il faut repenser l'espace et aussi les conflits par rapport aux dynamiques préexistantes. Et on a vu dans votre exposé, vous avez soulevé le cas des automobilistes, des mobilités préexistantes qui rentrent en conflit avec de nouvelles mobilités. Et tout cela quand même offre des opportunités, notamment ce projet de co-design qui, on va sûrement en parler un peu plus dans nos questions. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Jean-Christophe Veilleux, qui va nous présenter un autre regard sur cette même question d'organisation du territoire, mais cette fois-ci à une échelle plus restreinte et à un enjeu plus psychosocial grâce au projet Unidée. Donc, je lui laisse la parole. Merci, Fémi. Effectivement, plus psychosocial, mais également un regard spécifique sur ce qui est des institutions. Alors, vraiment très intéressant, M. Racine, pour l'aspect espace. Et puis, je serais curieux de savoir qu'est-ce que vous en pensez, peut-être là, avec l'hiver qui s'en vient, comment ça va s'organiser. En tout cas, on aura la chance de revenir dessus. Bonne question. Mais premièrement, j'aimerais remercier les organisateurs du symposium. C'est vraiment, j'apprécie beaucoup l'invitation et j'espère que ça va être à la hauteur de vos attentes. Et puis,
J'aimerais aborder un aspect un peu plus, c'est d'amener l'impact humain euh, avec l'utilisation du numérique dans les institutions. Et puis, en fait, peut-être que, excuse-moi, j'aimerais ça que peut-être enlever le diapo, là, juste le temps de... Ouais, super, merci. Donc, j'aimerais commencer avec une petite anecdote. Là. J'ai pas des recherches, etc. À vous décrire, mais j'aimerais commencer avec une petite anecdote. Il y a quelques mois avant même que la pandémie arrive, comme plusieurs étudiants, je travaillais dans une petite boutique pour payer à temps partiel mes études. Et puis, un jour, mon patron est venu me voir et puis il m'a demandé Bon, Jean-Christophe, est-ce que tu es bon avec la technologie? Puis, veux pas, jeune homme, 23 ans, je pense que je connais plus comment écrire avec un ordinateur qu'avec un crayon. Fait que je dis aucun problème, moi, ça c'est mon rôle. Tu sais. Et puis, il me dit parfait, j'aimerais ça que tu me faxes ce document-là. Je sais pas, ici, là, je sais pas qui sait utiliser un fax, là. J'avais aucune idée comment utiliser ça. Moi, je Et sais. puis, c'est de garder en tête que c'est une technologie, pour ceux qui ne connaissent pas ça, qui a été développée en 1843, puis qui, d'une manière ou d'une autre, a réussi à se rendre jusqu'en 2020. T'sais. Fait que, déjà, j'étais vraiment étonné sur ce point-là qui me demande ça. J'avais aucune idée comment faire, mais si je reviens un peu plus tôt dans le temps, là, directement pendant la pandémie, j'ai été encore plus surpris quand ça l'avait fait les manchettes, en fait. Euh, il y avait eu une problématique sur le fait de comptabiliser les cas de décès parce que dans le fond, il y avait eu des cas qui étaient oubliés du fait que c'était le fax était utilisé, en fait. Donc, non seulement mon patron, qui avait 3 fois mon âge à ce moment-là, qui me demandait, il utilisait cette technologie-là, mais en plus, euh, le domaine où on investit le plus d'argent au Québec utilise aussi cette technologie-là. Puis c'est ça qui est impressionnant dans cet article-là, ou ces articles-là, parce que ça avait été assez populaire. Puis d'ailleurs, M. Legault avait commenté comme quoi c'était archaïque comme méthode de travailler, et puis qui s'engageait à transférer ça sur une semaine, à numériser le tout. Et en fait, là, je vais te demander peut-être d'afficher la diapositive, le diaporama. Et puis, je vous laisse voir ce qui a été la réponse, en fait, du ministre de la Santé quand il a demandé où est-ce que ça en était quelques semaines plus tard, euh, justement l'avancement au niveau technologique. Donc, ça avance. Est-ce qu'on avance assez vite? La réponse est non. C'est assez clair. Fait qu'il y a vraiment comme un retard qui commence à s'accumuler. Puis aujourd'hui, je vous parle du fax parce que probablement que c'est la technologie qui va vous parler le plus plutôt que certains logiciels qu'on utilise. Mais c'est important d'avoir une vision d'ensemble puis de comprendre que le fax, oui, c'est utilisé, mais il y a plusieurs autres logiciels également qui sont utilisés qui sont autant arriérés que le fax, en fait. Puis ça vient de là, en fait, la problématique. Puis aujourd'hui, je vous en parle pas juste parce que j'aime dire des beaux mots, mais c'est en m'appuyant sur l'expérience en développant le projet Une idée. Et puis peut-être tu peux passer à la prochaine diapositive. Le projet Une idée, comme tu l'as mentionné, là, Fémi, c'est une initiative étudiante qui a été créée avec 4 autres étudiants et étudiantes pour briser la solitude dans les établissements de santé. Donc, la première question qu'on pose souvent, c'est t'as pas entendu parler de Je contribue? Oui, on en a entendu parler. Je contribue. En fait, c'est gouvernemental. Puis, c'était vraiment une belle initiative de la part du gouvernement, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de problématiques, particulièrement dans l'intervalle de temps que ça prenait pour pouvoir venir créer une influence, venir avoir un impact pour les personnes, la population sur le système de santé. Donc, c'est vraiment, avec les 4 autres étudiants, on s'est concentré à aller chercher un aspect numérique pour pouvoir mettre en communication plus directement autant nous, dans notre cas, on s'est concentré spécifiquement sur les étudiants, mais on s'est vraiment concentré à pouvoir à créer une connexion directe entre ces étudiants-là et les établissements de santé, et plutôt que de passer par un gros système très hiérarchisé, qui est institutionnalisé, etc. Donc, prochaine. Donc, juste pour vous expliquer, l'objectif, c'est pas nécessairement de rentrer sur le pourquoi du projet Une idée. Je pense que c'est assez évident avec tout ce qu'on entend parler actuellement, là, les problèmes au niveau émotionnel qu'on peut retrouver beaucoup chez les jeunes, mais également chez les moins jeunes. Et juste à titre indicatif, j'aimerais vous expliquer la différence qu'on va retrouver entre le projet Une idée,
peux-tu revenir un petit peu, s'il te plaît? Ouais, on va y arriver. Cool. Dans le fond, c'est ça. J'aimerais vous expliquer la différence entre le projet Une idée et je contribue. Quand on regarde ça, le stade initial est le même euh, pour les deux. Dans le fond, ça va être une personne. Donc ici, la population qui va vouloir s'inscrire sur Je contribue. Généralement, ça va être des travailleurs de la santé de base, alors que pour le portail Une idée, c'était vraiment des étudiants. Donc, c'est une connexion sur un site web quelconque où que les gens vont rentrer leurs informations générales, leur disponibilité. Les autres formulaires, vous pouvez voir qu'il y a une petite différence ici. Les autres formulaires, ça fonctionne un petit peu différemment. Puis sur la prochaine diapositive, je vais pouvoir vous expliquer exactement la différence. Donc, prochaine, avec ça. Donc, on continue sur notre échelle de fonctionnement, en fait. Donc, l'étudiant qui est en haut participe, en fait, va venir s'inscrire sur la plateforme web et puis va remplir ses informations, va écrire ses disponibilités. Puis, à la nuance avec Je contribue, c'est que les disponibilités vont être rentrées directement le jour par jour, ce qui lui convient à l'étudiant. Donc, il y a vraiment une personnalisation qui est peut-être un petit peu plus précise de ce qu'on trouve chez Je contribue. Et puis, il va remplir directement les formulaires des établissements. Et l'aspect vraiment important qui est à considérer ici, c'est que non seulement on a numérisé le début jusqu'à ce que le moment où les informations ont été remplies, qu'on envoie ça aux établissements, mais c'est surtout c'est cette communication qui est directe entre l'établissement et l'étudiant, plutôt que de passer par un système avec des CIUS, des CIS, etc., qui est très administratif. Puis cette réponse-là, ça permet d'avoir une certaine agilité pour vraiment cerner le besoin qui est actuellement présent dans un établissement spécifique, euh, alors qu'en passant par une structure plus hiérarchisée, comme on retrouvait avec Je contribue, ça prenait souvent 2 semaines et demie avant de recevoir une réponse. Et généralement, la réponse n'était pas nécessairement adaptée. Donc oui, il y a 2 semaines et demie, peut-être qu'on avait besoin de personnes pour venir briser la solitude, mais ça peut avoir changé durant ces 2 semaines et demie-là. Puis c'est ce qui est important de cerner ici, c'est qu'il y a eu une continuité avec le projet NIDE de la numérisation. Alors, qu'on a l'impression qu'il se perd un peu avec Je contribue parce que, voyez-vous, une des étudiantes, dans le fond, qui est partie le projet NIDE, elle avait participé à l'équivalent de Je contribue. Et puis, elle avait envoyé ses informations, un premier envoi. Ensuite, elle avait reçu une confirmation comme quoi il y avait un intérêt. Réappel, il y avait un appel, il y avait un échange de courriel, etc. Il y avait beaucoup d'envois de données, d'envois d'informations de quelle journée qui te convient, etc. Puis tout ce cheminement-là avait pris 2 semaines et demie, alors qu'en passant directement à la source, en communiquant directement où la problématique se trouve, l'établissement de santé pouvait confirmer directement, encore une fois, à l'étudiant son besoin. Ce qui fait en sorte qu'au lieu que de passer par un chemin qui prend 2 semaines et demie, où on remplit nos informations, on communique avec la grosse hiérarchie qu'on peut retrouver dans le système de santé, puis qu'ensuite qu'on peut se venir en aide dans un système de santé, dans un établissement, avec le projet NIDE, ce chemin-là se faisait à l'intérieur de 5 minutes. Donc, il y a vraiment une différence en termes de temps, puis cette différence-là vient du fait que, oui, le début était, dans les deux cas, numérisé, mais c'est surtout la fin qui était, on a conservé cette numérisation-là, alors que ce n'était pas nécessairement le cas avec Je contribue. Donc, je te laisse continuer. Donc, ceux jamais qui veulent avoir ils ont plus de questions pour ce qui est du projet Unidé, je leur laisse voir. Tu peux ensuite continuer. Fait que, ici, mon objectif, ouais, tu peux quitter. Mon objectif n'est pas nécessairement de dire que le projet Unidé était fabuleux parce qu'on a rencontré des problèmes, mais ce que j'aimerais mettre en lumière avec notre expérience du projet Unidé, c'est qu'il y a eu beaucoup d'avantages qui ont été ressortis du numérique, dont le fait d'une rapidité accrue. Et puis, on a vraiment pu répondre à un besoin qui était spécifique à l'établissement sur le moment. Et non seulement ça, euh, il y avait vraiment comme cette communication-là qui pouvait avoir une meilleure compréhension de c'était quoi le besoin sur place. Euh, Puis là, aujourd'hui, je vous parle du projet Unidé, je vous parle du milieu de santé, mais en réalité, il faut comprendre que ça, ce système-là, le pouvoir de numériser les choses, euh, il s'étend à beaucoup plus que le système de santé dans les faits. Et puis, ça permettrait
de sauver énormément de temps sur l'aspect administratif, puis de permettre au bout de la ligne à chaque personne, chaque travailleur de la santé de passer du temps de plus grande qualité avec, avec les patients, avec les résidents sur les établissements, plutôt que de créer des goulots d'étranglement au niveau administratif, puis d'alourdir le système de santé. Donc, c'est vraiment sur cet aspect-là, je pense qu'il est important à mettre. L'expérience que ça nous ressort, c'est justement de pouvoir mettre un temps de plus grande qualité sur chacun des patients et résidents. C'est pas mal ça. D'accord, vraiment, merci beaucoup pour ce très bel exposé. Je me suis senti très impliqué en tant que jeune étudiant. Fondamentalement, ce que j'ai retenu, c'est qu'il s'agit surtout, on questionne surtout les impacts de la pandémie, notre adaptation aux espaces cybernumériques. Donc, ici, une idée qui vient être une alternative à la proposition de Je contribue du provincial et qui, ici, c'est un projet qui veut mettre en avant des étudiants et surtout en essayant de cerner des besoins plus précis, en réduisant les temps de traitement et en réduisant aussi les non-matchs. Et tout cela, c'est pourquoi? C'est pour transformer rapidement et mettre en avant les jeunes qui sont quand même très importants dans cette bataille que nous sommes en train de mener. Et j'espère qu'on gagnera. Et pour répondre à ta question que tu nous as posée au tout début, la question du fax, c'est une très belle introduction que j'ai beaucoup aimée. Mais moi, ma réponse, c'est non. Et cela introduit aussi la question de la place de l'organisation des institutions dans le côté touristique et l'usage du numérique. Et c'est en cela que je vais laisser aussi la parole au professeur Rita Komsi qui vous fera une très belle transition afin qu'on puisse tout clôturer et passer aux questions. La parole est à vous. Merci Fémi, mais merci à tout le monde. Bonjour tout le monde, salut François. Merci pour l'invitation, c'est super intéressant. Donc, présentation, puis vous allez voir, j'aurais pu vraiment reprendre un peu les présentations dans des autres collègues, surtout celle de François. Il y a des images que j'aurais pu vraiment mettre dans la mienne. Je vais essayer aussi d'être un peu plus positif, un peu, parce que généralement, quand on parle de tourisme actuellement, c'est vraiment généralement très négatif. Pourquoi? Vous le savez, le tourisme donc, souffre un peu depuis le début de la pandémie, donc très fortement. Et ça va prendre encore du temps. Je pense qu'il n'y aura pas un retour à, soi-disant, une certaine normalité avant vraiment 2022 même. Parce que 2021, ça va être probablement une année de grande vaccination. Donc là, ça prend du temps. Donc, du coup, le tourisme, ça va être vraiment un des derniers secteurs qui va repartir. En même temps, la question se pose pourquoi le tourisme en tant que tel a été touché. Parce que c'est ce que disait François tout à l'heure par la question un peu de la socialisation. Le fait touristique est à la base de relations de socialisation, vraiment de partage d'espace, de partage un peu donc de relations. Puis du coup, dans le fond, aujourd'hui, pour en prendre un peu, un de mes collègues disait, on est dans l'ère du tourisme à 6 pieds. Donc, tout ça vraiment, vraiment ce qui fait l'ADN du tourisme finalement n'existe pas. Finalement, donc, il y a lieu vraiment de revoir un peu les façons de faire. Actuellement, les gens souffrent beaucoup, mais je vous dirais quand même qu'il y a vraiment quelques nuances à apporter par rapport au discours médiatique qu'on entend par rapport au secteur touristique. C'est sûr, et là, je parle vraiment plus au niveau macro parce que c'est sûr qu'au niveau micro, il y a vraiment beaucoup de drames, il y a des entreprises qui sont en train de fermer. Mais par contre, de l'autre côté, il y a vraiment des dynamiques qu'on est en train de voir qui nécessairement n'apparaissent pas vraiment dans l'analyse médiatique, qui est un peu dans l'instantanéité, dans la couverture un peu, je dirais, temporelle et intemporelle un peu de l'événement. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'industrie touristique, il ne vit pas sa première crise. Le tourisme est par défaut, je vous dirais, un secteur qui était toujours vulnérable à beaucoup de choses. Et ce qui fait, il y a quand même une certaine résilience qui fait partie carrément aujourd'hui des gènes du tourisme. Donc ça, c'est vrai que cette fois-ci, c'est vraiment d'une ampleur déjà, c'est du jamais vu. Mais veut pas, il y en a plusieurs structures, plusieurs entreprises, plusieurs organisations qui ont développé un certain niveau de résilience. Ce qu'il faut savoir aussi, puis c'est valable surtout au Québec, c'est que 75% à 80% de la clientèle touristique au Québec, c'est une clientèle locale. On va aller chercher une clientèle internationale, mais je vous dirais que c'est propre aux grands centres urbains, à Montréal plus particulièrement, à la ville de Québec. Mais si vous regardez à l'extérieur, donc vraiment des grands centres urbains, c'est beaucoup de tourisme local. Ce qui fait, dans un contexte où le tourisme de proximité
je vous dirais, le vent dans les voiles. Je vais en parler dans quelques instants. Il y a beaucoup de municipalités qui n'ont pas perdu tant de monde que ça parce que finalement, leur base, leur clientèle de base est toujours là. Puis finalement, il y en a même plus parce qu'ils vont aller chercher beaucoup plus de clientèle qui, généralement, aller par défaut à l'extérieur, finalement, ils vont se retourner vraiment donc pour ce qui est vraiment un tourisme de proximité. Donc, pour un certain nombre de territoires, il y a même une opportunité à aller chercher un peu dans le COVID. Comme je dis, pour les destinations internationales, oui, mais pour les destinations qui vont beaucoup plus locales, il y a peut-être quelque chose, il y a un moment à saisir, mais par contre, ça nécessite un peu des adaptations et une façon de revoir. En même temps, avant de vous expliquer un peu ce qu'on a fait, je dirais, dans le contexte touristique pour s'ajuster à la chose, c'est que vous avez remarqué qu'il y a de plus en plus, je pense que François le disait tout à l'heure, il y a pratiquement, je dirais, une migration vers les espaces naturels, vers les parcs, etc. Parce que c'est vraiment là où les gens trouvaient beaucoup plus d'espace, contrairement un peu aux villes, où il y a une densité populationnelle beaucoup plus grande. Et donc, les gens vraiment fouillaient en quelque sorte vers l'extérieur, vraiment les grands espaces, à l'extérieur donc des grandes villes comme Montréal et Québec. Je sais que vous avez dit qu'il fallait envoyer le PowerPoint avant, mais je n'ai pas eu le temps donc à désactiver le partage. Si vous pouvez donc activer le partage, je n'ai pas possibilité de le partager. Bref, c'est pas grave. Ce que je voulais vous montrer un peu, si vous... Oui, c'est bon, vous pouvez partager l'écran. Oui, oui. C'est beau. Donc, ce que je voulais vous montrer un peu, probablement des choses que vous avez vues, un peu donc des articles de presse ou justement donc avec des titres un peu accrocheurs, une ruée touristique donc Charlevoix, on voit ici le Laurentides, puis on voit les mots qui sont utilisés, c'est vraiment les touristes qui envahissent un peu les régions, la ruée touristique, et du coup, je sais pas puis l'image qui a fait le tour pratiquement du Québec par rapport à Rawdon, donc vraiment donc une invasion de touristes, etc. Et ça, en tout cas, veut pas, le parallèle que je peux faire, c'est vraiment avec l'hygiénisme. Ça me rappelle un peu un discours vraiment donc de 19e, 20e siècle qui parlait un peu de fuir la ville. Hein? Et là, c'était vraiment tout un discours vraiment au niveau 19e, 18e, même vraiment au 20e siècle. Les villes qui étaient considérées, comme dans le cadre d'un peu de la révolution industrielle, vraiment comme un endroit donc insalubre, pollué. Là, finalement, il y a comme une migration vraiment vers la campagne. Aujourd'hui, pratiquement, on est dans le même registre. C'est comme un peu l'histoire qui se répète. Puis si vous faites un peu fuir la ville sur Google, vous allez voir beaucoup d'articles qui traitaient un peu de cette question avec le tourisme parce que les gens, l'été, il y a vraiment une invasion pratiquement un peu dans différentes régions. On est un peu dans cette même logique. Les villes, aujourd'hui, ont été perçues comme des lieux vraiment de pandémie, vraiment donc des lieux d'infection. Donc, ce qui fait qu'il fallait aller à l'extérieur de la ville parce que la ville est devenue synonyme un peu vraiment de la pandémie. Puis, ce qui est intéressant, c'est que quand vous regardez un peu l'histoire du mouvement donc, hygiéniste, à la base, c'est beaucoup de questions un peu d'urbanisme parce que l'objectif, c'est vraiment de revoir un peu l'aménagement de la ville pour pouvoir laisser plus s'intéresser à la question un peu donc, de la santé publique, la question un peu de l'hygiène dans le discours public, avec le transport en commun, etc. Souvent, on a beau être dans un contexte de postmodernité, mais quand on fait parallèle avec l'histoire, il y a beaucoup de ressemblances avec ce qui se passe. Puis même le mouvement un peu hygiéniste est un peu au moment de la tuberculose. Donc, il y a comme un parallèle à faire à ce niveau-là. Donc, pour revenir un peu à la question un peu des adaptations touristiques, ce qu'on a remarqué, ce qui a été fait beaucoup dans je vous dirais, 4-5 derniers mois, il y a une distinction, puis je pourrais vous en parler des heures et des heures, mais je vais essayer de résumer ce qui a été fait au niveau des villes, puis ce qui a été fait plus au niveau donc, des entreprises. Au niveau des villes, François l'a montré un peu avec un certain nombre d'aménagements pour laisser plus d'espace, surtout pour la circulation. Donc, pour que les gens puissent avoir plus d'espace pour circuler, surtout, pour respecter un peu la question de la distanciation sociale. Donc, ça, c'est un cas qui a été démontré. J'ai vu aussi quelques cas, puis je ne sais pas si vous vous rendez compte aujourd'hui, quand on regarde un peu la réponse par rapport au COVID, c'est pratiquement des réponses qui sont, je dirais, universelles. Donc, quand on regarde un peu la question de l'aménagement de l'espace public, ça a été que vous soyez à Montréal, à Québec, en France, en Grande-Bretagne, c'est pratiquement les mêmes pratiques qu'on voit un peu partout. Ce que je trouvais intéressant, par contre, dans un certain nombre de villes côtières en France, qu'ils ont fait, par exemple, au niveau des plages,
Ayant bien sûr, je pense que je l'ai même vu aussi à Montréal, au niveau des parcs, au niveau des plages, on a créé donc des bulles. On a tracé en quelque sorte des bulles pour que les gens puissent vraiment s'asseoir, puis on va respecter un peu la question de la distanciation. Dans une ville, dans une plage de Deauville, on a même installé une tente pour vraiment de tests rapides pour que les gens puissent vraiment, si jamais il y a un doute, là, il y a vraiment donc, on peut vraiment faire un test rapidement au lieu vraiment donc toujours aller vraiment chercher un hôpital avec tous les attentes, etc., qui peuvent en découler. Et bien sûr, toute la question un peu de l'aménagement donc des espaces publics sont vraiment même au niveau du mobilier, on a enlevé du mobilier urbain parce que le mobilier était parfois des espaces un peu d'infection on l'a mis de côté aussi. Donc, grosso modo, si on regarde un peu ce que les villes et destinations ont fait, c'est beaucoup un travail sur l'aménagement donc des espaces pour qu'il y ait vraiment des espaces un peu safe par rapport à la COVID pour limiter un peu la contamination. Quand on regarde par rapport aux entreprises, il y en a beaucoup de choses. Il y a d'abord ceux qui ont carrément revu leur modèle d'affaires. Je ne sais pas si vous voyez maintenant, il y a un spectacle il y en a beaucoup de publicité, Illumni, donc qu'on peut voir un peu partout. Mais dans le fond, ça sert à la base, c'est l'entreprise Cavalia, donc qui est vraiment un spectacle. Donc. Mais là, finalement, c'est carrément donc une révision du modèle d'affaires parce que ce qu'ils vous offrent actuellement, c'est vraiment un parcours en véhicule. Vraiment, donc, du coup, c'est une autre forme de divertissement qui reste un peu plus ou moins dans l'événementiel, mais ce n'est pas vraiment ce que Cavalia faisait tout le temps. On n'est plus dans les chevaux. Là, on est vraiment dans un autre registre. Mais l'idée, c'est vraiment encore de créer un espace où les gens restent dans leur véhicule. Puis finalement, ils vont aller vivre une expérience un peu de divertissement différente. Puis finalement, il y a aussi l'aménagement un peu donc, des espaces. Quand on prend la restauration, quand on prend un peu plus aussi les théâtres, etc. Bien là, on a vu donc, toujours la création un peu donc, des espaces dans des stations sociales. Si vous regardez un peu le transport aérien qui est vraiment mis à mal, il y a des protocoles de désinfection qui sont mis en place. Air Canada a lancé un grand protocole de Safety Air, donc qui est l'objectif vraiment d'avoir donc, des espaces communs assez sécurs qui vont vraiment l'appareil est désinfecté avant et après le vol pour que ce soit vraiment assez sécuritaire. Il y a même au niveau des hôtels, j'ai vu donc des mises en quarantaine lorsque la chambre est vraiment vide. C'est pas par le passé, c'était vraiment la chambre est libérée, par exemple, prendre 3 heures pour faire le ménage. Aujourd'hui, c'est pratiquement 48 heures pour vraiment avoir accès à la chambre avec aussi donc, des protocoles de désinfection, des stratégies aussi, ce que j'appelle de désintermédiation. Parce que dans un contexte où on a besoin vraiment donc, de chaque sou, de chaque dollar, donc au lieu de passer par les expédients de ce monde, on essaie vraiment d'inviter les gens de réserver directement à travers vraiment donc l'hôtelier, etc., pour économiser un peu le 15 ou 20% que vous allez payer vraiment à ces intermédiaires-là qui vont finalement être versés directement donc à l'entreprise ou à l'hôtel. Et finalement, de plus en plus, des offres d'assurance finalement qui sont incluses. J'ai vu dernièrement que, par exemple, les destinations du Sud comme Cuba, le Mexique, etc., il y en a plusieurs hôtels qui offrent maintenant une assurance COVID intégrée vraiment dans votre billet d'avion, votre billet d'hôtel. Ça ne vous coûte absolument pas grand-chose de plus. Et là, encore une fois, c'est comme si l'étape suivante, c'est de vivre avec, en quelque sorte, le virus. L'objectif aussi, c'est vraiment de survivre. On est en train de penser au post-COVID. Mais avant d'arriver au post, là, il faut penser au moment présent. Donc là, il faut vraiment trouver des façons de faire. Puis on a démontré que ce soit au niveau de la restauration, au niveau de l'hôtellerie, au niveau du transport aérien, il y a des façons de faire. Mais malgré ça, il y a vraiment ceux qui sortent bien, il y en a ceux qui sortent moins. Puis pour finir, un peu l'exemple du transport aérien, c'est que malgré ce qu'on entend, c'est que les transporteurs low cost, dont le modèle d'affaires est basé sur vraiment du tourisme de proximité, du tourisme ce qu'on appelle vraiment de courte distance, eux, ils n'ont pas, quand j'ai vu les statistiques un peu en Europe, parce que là où c'est vraiment le plus développé, ils ont perdu, je vous dirais, 1 à 15% de leur chiffre d'affaires. Contrairement vraiment aux compagnies beaucoup plus traditionnelles qui travaillent beaucoup sur l'international, eux autres ont perdu pratiquement 60 à 70% de leur chiffre d'affaires. Donc, les low cost, il y en a même certains low cost qui ont perdu 1% de chiffre d'affaires, pas plus que ça. Parce que le modèle d'affaires était beaucoup plus adapté à la question de proximité. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, il faut repenser un peu nos façons de faire en attendant un peu la suite des choses. Alors, voici un peu un tour assez bref un peu donc dans la situation un peu donc du tourisme un peu à travers la question de l'aménagement de l'espace. D'accord, mais vraiment merci beaucoup pour ce très bel exposé. Je fais un petit résumé avant qu'on passe aux questions. Ce que j'ai vraiment retenu déjà, c'est la notion de faire un rapport avec des enjeux passés,
notamment la notion d'hygiénisme qui amène à l'urbanisme. J'ai beaucoup aimé le concept de la ruée vers la ville qu'on a observé dans le nord du Québec. Et ça nous a permis d'introduire la notion de résilience dans la réorganisation touristique dans des milieux qui n'étaient pas prévus pour organiser un certain nombre de personnes qui doivent se réadapter très rapidement, transformer leur espace pour pouvoir fournir de nouveaux services. Et vous avez fait un lien aussi beaucoup avec la notion de repenser la ville et les espaces publics que le prof Racine nous a très bien expliqué. Et au niveau, vous avez soulevé aussi la question des mobiliers urbains qui va avec le design. Et en fait, pour terminer, au niveau des entreprises, on notera le changement organisationnel dans les services fournis, les aménagements spécifiques à réaliser pour fournir de nouvelles demandes tout en protégeant les personnes qui sont concernées. Et enfin, surtout, les modèles d'affaires qui doivent rapidement s'adapter. Donc, tout cela, c'est toujours dans une notion de transformation rapide et adaptative. Et c'est sur ces quelques mots-là que je vais peut-être lancer la période des questions. Mais avant cela, je tiens à rappeler à l'ensemble de nos participants que vous pouvez poser vos questions et sachez qu'elles seront prises en compte dès que nous finirons avec les 5 questions que nous avions prévues dans le cadre de l'animation. Alors, ma première question, elle est vraiment ouverte à vous tous, c'est de savoir, alors, la pandémie, en fait, elle a réduit nos interactions sociales physiques, elle a augmenté la numérisation de nos rapports sociaux, en faisant, si je fais le lien avec une idée, et ainsi de suite. Alors, le numérique sous l'angle de la COVID-19, est-ce que selon vous, il pourrait complètement redéfinir la manière dont nous sociabilisons et créons nos rapports par rapport à l'espace urbain? Voici ma première question et elle est ouverte à vous tous. Je peux répondre? Oui, allez-y. Ben, en fait, je me rends compte qu'avant la COVID, on parlait de plus en plus du fait que les communications passaient beaucoup par le virtuel, que peu à peu, c'était toujours un débat en design urbain, est-ce qu'on a besoin de créer des espaces publics? Est-ce que ce n'est pas une autre façon traditionnelle et archaïque de voir comment les espaces urbains ont besoin de soutenir nos rapports quand que, avec l'Internet, avec tous les chats, tous ces forums-là, peu à peu, la notion même de design urbain va s'évanouir. On va être que des réseaux connectés. Puis ce que je me rends compte, c'est qu'avec la pandémie, c'est encore plus important, les physiques, puisqu'on n'y a plus accès. Puis je pense que c'est à ce moment-ci qu'on se rend compte qu'on pourra... Puis même les cours, même tout ce qui est donné en virtuel, il y a une carence folle et il y a même des problèmes de santé mentale généraux qui sont occasionnés au groupe. Donc, je pense que ça nous montre à quel point que le rapport à l'autre, le rapport corporel à l'espace est fondamental à la fois arriver à mieux par son langage et plus je pense qu'on a un tout petit problème technique. Est-ce que vous nous entendez, professeur? Je pense qu'on l'a perdu. Je pense qu'on l'a perdu. J'ai l'impression que ça revient ici. Il s'est déplacé, d'accord. Désolé, j'ai perdu ma connexion. Le classique, en fait. Je pourrais enchérir en attendant que François s'installe. Oui. Moi, je vais aborder un peu la question à travers l'autre sujet. Moi, je travaille sur la question un peu des villes intelligentes. Puis, à la base, c'était quoi? C'était vraiment, je dirais, l'utopie de la ville intelligente. C'est vraiment d'accueillir un peu des datas un peu partout à travers la ville pour qu'on puisse un peu cartographier, par exemple, la question de la mobilité des flux, vraiment au niveau donc, de la ville. Sauf que on pourrait justement réutiliser un peu ces données pour un peu faire une sorte de gestion de foule. L'exemple que je peux vous donner, un exemple concret avec des collègues à moi ici, puis on a travaillé avec on est en toujours là-dessus, avec je ne sais pas si vous connaissez Montréal en histoire, qui est vraiment donc les projections qui sont dans le Vieux-Montréal, donc sur la mur. Donc, ce qu'on a fait, on a installé donc des capteurs, des senseurs, donc des bitcoins, donc c'est vraiment sur un certain nombre de sites. Et nous, notre objectif, c'est de voir un peu comment ce type donc, de projections peuvent animer le quartier. Donc, c'était ça un peu la base. Et donc, là, ça nous permettait d'en voir, mettons, le nombre de personnes qui sont sur place, le nombre de personnes qui regardent, il prend combien de temps pour s'asseoir, pour regarder, etc. Et là, par la suite, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'on peut ajouter, ce qui est dans la technologie, on peut ajouter une couche de données pour, par exemple, pour voir la question de la météo, pour voir aussi la question un peu de la circulation routière. Puis on peut voir
s'il y a vraiment des événements autour, et dans un contexte de gestion de pandémie, on pourrait imaginer que on peut vraiment sur un secteur voir un peu toutes les personnes qui sont présentes, et par la suite créer, soit vraiment donc orienter un peu la mobilité de telle façon que je parle de la mobilité, je parle vraiment à la fois de la mobilité donc à travers la véhicule, mais aussi à travers la mobilité donc piétonnière, de voir comment on peut organiser l'espace pour qu'il y ait vraiment cette question de distanciation. L'exemple aussi que j'ai vu, c'est au niveau donc des festivals, ça a été déjà utilisé pour pour des raisons sécuritaires. On va à travers, je pense, le festival Oshiaga. Quand vous arrivez sur place, vous avez un bracelet. Alors, ces bracelets, au-delà un peu, donc vous avez des données pour faire le paiement. Ben, pour les gens du festival, ça permet de gérer un peu l'espace. Puis ça permet de dire, vous pouvez vraiment orienter votre effort de sécurité dans tel coin parce qu'il y a beaucoup plus de monde. Et là, on peut vraiment faire en quelque sorte une surveillance de cette question de mobilité sur un territoire. Donc, si on ramène ça vraiment sur un espace de la ville, oui, on peut vraiment utiliser donc, le numérique pour gérer un peu donc, les flux, la mobilité. Bien sûr, la question, ça ramène les enjeux un peu de la sécurité des données, la question des enjeux, la création le data qui va être différent d'une organisation à l'autre. Bref, il y a tout un casse-tête technique et technologique qu'il va falloir régler avant. Mais oui, tout à fait. Donc, le numérique peut être vraiment une porte de sortie pour la gestion de la pandémie. Merci beaucoup pour votre réponse. Je vais peut-être repasser la parole à Jean-Christophe, le temps de revenir sur le professeur Racine pour conclure la question. Oui, mais en fait, je faisais un peu le pont avec ce que M. Racine avait mentionné, mais j'ai parlé beaucoup du numérique tantôt, comme quoi je pense réellement que c'est une manière de pouvoir rapprocher les gens. Mais je pense que la nuance, elle est bien importante à amener. Je ne suis pas convaincu personnellement que c'est par le numérique qui va se faire ce rapprochement. Donc, ça va permettre à rapprocher les gens, ça va accélérer le processus, ça va vraiment comme avoir un effet d'accélérateur. Mais après ça, la communication, la proximité des gens, il y a vraiment un aspect physique qui doit rester. Les émotions et tout passent beaucoup, beaucoup par cette proximité-là qui est souvent beaucoup plus difficile à avoir au travers d'une caméra, etc. Et puis, juste avant, là, ce que M. Comzi mentionnait, c'est au niveau de la sécurité et tout, totalement d'accord, mais en même temps, je pense que c'est important de mettre en perspective que on arrive à sécuriser au niveau des banques, etc. Donc, la technologie est clairement présente pour pouvoir, puis je pense que vous en êtes très bien conscient aussi, la technologie est clairement présente. Je pense qu'on a tous les moyens pour pouvoir y arriver. Mais après ça, ça va être vraiment de garder en tête, de ma vision des choses, du moins, comme quoi il faut utiliser le numérique pour rapprocher les gens, mais c'est pour permettre ce lien-là, mais pas nécessairement que ce soit ce rapprochement-là. Il va vraiment avoir l'aspect physique qui va être fondamental ici. Puis on le voit vraiment beaucoup avec le projet idée. Les gens en ce moment, puis autant chez les étudiants, ne veut pas, là, dans le fond, Fémi, tu fais aussi partie de cette catégorie-là, si je ne me trompe pas, puis les professeurs, ils les voient beaucoup. Il y a plusieurs étudiants qui trouvent ça très difficile actuellement, cette distance-là. Et même si on a la chance d'avoir des professeurs qui font des efforts, qui donnent des cours par caméra, etc., il y a quand même cet aspect-là qui manque. Puis, est-ce que le numérique va totalement combler ce gap-là qui se crée? Je ne suis pas convaincu personnellement, là. Okay, mais pour peut-être terminer cette question-là, je vais peut-être laisser le prof François conclure ce qui est son idée de tout début. Bien, je pense que je me posais la question hier, quand on va retourner, quand il n'y aura plus la pandémie, est-ce qu'on va retourner, en tout cas pour l'enseignement, est-ce qu'on va tout refaire en présentiel, peut-être plus comme avant aussi? Donc, fait qu'à quelque part, je me rends bien compte que le spatial est encore important, sauf qu'on va, je pense, à cause de cette crise-là, intégrer davantage certaines parts de relations avec l'autre qui n'ont pas besoin nécessairement d'être en présentiel, mais les moments présentiels vont prendre encore plus de valeur. C'est ce que je dirais. Okay. D'accord. Vraiment, je vous remercie pour la richesse de l'ensemble de vos réponses. Cette question-là introduit une deuxième. On a remarqué dans l'ensemble de vos présentations la notion d'engagement. L'engagement auprès des institutions, les engagements du type personnel, comme les initiatives faites par les étudiants comme Jean-Christophe et son groupe. Alors, on voudrait savoir comment engager les institutions d'une ville comme Montréal à plus de collaboration en temps de pandémie, tout particulièrement avec les institutions de santé publique et d'aménagement. Et cela fait écho aussi en même temps au projet de co-design que le prof Racine nous parle un peu plus tôt. Et donc, je vous laisse la question.
une personne veut se lancer en première position? Je veux bien, je trouve ça vraiment intéressant parce que je vais m'appuyer encore une fois sur le projet Une idée. On a rencontré des difficultés. Le projet a super bien fonctionné. Il y avait une quarantaine d'établissements sur la région de Montréal qui étaient prêts à accepter des étudiants, qui puissent avoir une communication avec les patients, les résidents qui étaient sur place et tout. Et malheureusement, bien que le système était fonctionnel, que les étudiants se déplaçaient, il y a eu un moment donné où, dans le début de la deuxième vague, le système de santé, je le dis en gros, mais c'est plus au niveau, parce que c'est très hiérarchisé et tout, a mentionné comme quoi, à partir d'aujourd'hui, il n'y en a plus personne qui rentre dans les établissements de santé. Ce qui fait en sorte que le projet qui avait pour but, en temps de COVID spécifiquement, de venir briser la solitude, de casser les effets néfastes sur les plans physiques, psychologiques, etc., de l'isolement, venait totalement de se faire kick-out, de se faire rejeter parce que il y avait comme une barrière qui s'était créée entre les institutions qui étaient reliées au niveau du système de la santé, les CIUS, les CIS, et il y avait comme l'intérieur, les décisions qui se prennent, et l'extérieur, les initiatives qui ont essayé de se prendre également. Et comme ce mur était bâti, ce mur était rendu impénétrable, même si c'est sûr qu'après ça, je veux pas le fait que des établissements, des étudiants rentrent, ça crée des risques, mais cette distance-là qui s'est créée a rendu impossible pour les étudiants de présentement se déplacer dans les établissements alors que c'était le but initial du projet. Et puis après, on peut se demander est-ce que c'est un meilleur choix ou un moins bon choix? Il y a des effets au niveau psychologique, il y a des effets au niveau de la COVID aussi, fait que lesquels qui remportent sur lesquels, difficile à dire. Mais le fait d'avoir cette structure-là, cette solidification-là, on dirait que c'est cristallisé actuellement, le système de santé, ce qui fait en sorte qu'il y a un manque, j'ai l'impression en tout cas du projet, qu'il y a un manque d'ouverture pour pouvoir comme rentrer ces innovations-là, que ce soit étudiant ou pas. Donc, tout d'abord, si on veut parler d'institutions, je pense que ça prend une ouverture de la part de l'intérieur pour accepter aussi ce qui se passe de l'extérieur, pour avoir une perméabilité qui est peut-être plus intéressante pour avoir des effets à plus grand terme ou des effets plus bénéfiques en fait. Là. Fait que ce serait ma réponse là-dessus. D'accord, mais merci beaucoup. Et on va attendre l'avis des profs, Rida et Racine, sur la question justement de l'engagement. Et vraiment, la position de Jean-Christophe est vraiment très intéressante. Je vous laisse la parole. Je laisserai François. François, c'est son domaine. Là, d'accord. D'accord. Je pense que Jean-Christophe connaît mieux le milieu de la santé, l'interaction entre les gens qui nécessitent des soins, qui veulent y avoir accès. Sur le plan de l'aménagement, de l'urbanisme, si on le prend à l'échelle de la ville, est-ce que les gens qui gèrent la question de la santé publique ou de la santé psychologique devraient être aussi intégrés à des exercices de co-design? Peut-être que oui. Il y a des façons d'aménager l'espace qui peuvent, comment dirais-je, apaiser l'état psychologique des individus, faire en sorte aussi que la proximité trop grande ne crée pas des effets de frustration, des effets de violence à la limite. Donc oui, peut-être que l'aspect psychosocial, hein, qui est un peu moins mon domaine, est intéressant. Je pense que c'est soulevé de manière intéressante. Exactement. Je pense que les effets, justement, là, des espaces ouverts avaient un grand rôle là-dedans. Puis c'est ce qui était intéressant, justement, dans votre présentation un peu plus tôt, M. Racine, parce qu'on voit que sur les effets psychologiques, etc., il y a beaucoup, beaucoup à apporter de cet aspect-là aussi. Donc, Je pense que les humains, on est des êtres territoriaux. On ne se croit plus dans le règne animal. On croit qu'on est au-dessus. Hein, depuis la Renaissance, l'humain est le grand maître et c'est en train de se retourner contre nous. Mais je pense que je dis toujours, les humains peuvent tuer pour le territoire, à quelque part. Donc, d'avoir une proximité dans l'espace public où l'autre est rendu un danger ou une menace, ça change pas mal aussi notre rapport à l'espace public et il faut vraiment y penser aussi. Parce qu'on en a besoin, mais il doit aussi nous permettre d'avoir notre bulle. Tu sais, on parle de la bulle de Hall en anthropologie, là, notre bulle d'espace, qu'on ne veut pas que les gens rentrent dans cette bulle, hein, selon des cultures, mais je trouve qu'en temps de pandémie, cette bulle-là, elle s'est agrandie, quoi.
moi, j'aborderai la question peut-être à travers le prisme un peu de la collaboration, parce que vous avez dit, est-ce qu'il y a une collaboration qui peut vraiment, qui doit s'installer entre vraiment les différentes parties prenantes? Tout à fait, sauf que, puis là, je fais un peu du pouce sur ce que disait Jean-Christophe tout à l'heure sur la question un peu de la technologie, oui, elle est là, sauf que ce que j'appelle un peu la technologie collaborative n'est pas nécessairement aussi simple à déployer comme on le pense. Des technologies simples, c'est vraiment facile à déployer parce que c'est vraiment, ça prend du point A au point B. Mais quand vous avez vraiment donc vous avez autour de la table plusieurs parties prenantes qui chacun vraiment produit de la data différemment, avec une culture organisationnelle différente, je ne dis pas que ce n'est pas faisable, c'est faisable, mais ça va prendre beaucoup de temps vraiment avec demander en place. Alors, que dans la culture organisationnelle du secteur public, le changement, c'est vraiment, ça va prendre du temps. C'est pas vraiment, tu sais, on a reproché beaucoup au ministère de la Santé de prendre du temps pour faire le virage. Mais si vous regardez un peu ce qui se fait ailleurs, ce n'est pas nécessairement meilleur. C'est vraiment la question un peu du changement est difficile vraiment à instaurer dans toutes les entités publiques. Puis là-dessus aussi, ce que je rejoins un peu un auteur qui parle un peu de la question de ce que Morozov appelle le solutionnisme numérique. C'est-à-dire, il y a comme toujours un réflexe aujourd'hui au 21e siècle, à chaque fois qu'on est confronté à des défis, notre réflexe, c'est vraiment de penser à développer une technologie qui va nous permettre de résoudre le problème. Sauf que ce n'est pas toujours vraiment le premier réflexe ce n'est pas toujours les meilleures solutions à travers la technologie. Il peut y avoir d'autres façons de faire, organisationnelles, de communication, qui nous permettent de performer encore mieux sans penser toujours à développer une technologie qui va pouvoir nous aider. Mais c'est comme un peu, dans l'ère du temps, au 21e siècle, c'est ce qu'on appelle un peu le solutionnisme numérique. Je peux juste laisser la parole à rajouter Jean-Christophe. juste un petit quelque chose, parce que je trouve ça vraiment intéressant puis tout à fait pertinent. Puis, en fait, par rapport à ça, c'est sûr qu'actuellement, les données sont excessivement diversifiées et différentes entre les différents établissements. Là, je ramène ça au niveau des établissements de santé parce que est-ce que la technologie est vraiment une manière de pouvoir arranger nos problématiques? Si on regarde ça du point de vue, actuellement, ce qui est enseigné dans plusieurs domaines de la santé, c'est l'interdisciplinarité plutôt que la multidisciplinarité. Et puis, cette interdisciplinarité-là, elle a un fond qui est incroyablement bon, qui peut-être tendance à prendre un peu plus de temps pour de la prise de décision et tout, mais dans l'ensemble, c'est quand même démontré que les probabilités de prendre des meilleures décisions plus complexes, une meilleure analyse systémique d'une situation, c'est présent. Par contre, c'est sûr que le frein qui se crée actuellement par rapport à cette interdisciplinarité-là qui est encouragée dans les études et tout, c'est une différence au niveau de la communication. On peut pas arriver à créer ça, à créer une intelligence collective de la part de nos travailleurs de la santé tant qu'on n'a pas arrivé à uniformiser une certaine forme de communication. Et puis, après ça, est-ce qu'une autre solution ferait l'affaire? Peut-être, mais j'aurais bien du mal à m'imaginer actuellement, dans le système qu'on est, une solution qui est différente que celle d'une numérisation et d'une uniformité au niveau des communications entre les professionnels pour aller chercher cet effet d'interdisciplinarité-là, puis justement d'intelligence collective, d'avoir une plus grande efficacité, d'avoir un temps de qualité avec ces personnes-là, les patients, les résidents, de la part de nos travailleurs. Donc, je comprends le point, mais j'ai du mal à voir qu'est-ce qui pourrait combler autre que le numérique dans cette situation-là, je dois avouer. Non. C'est vraiment, vos positions sont tellement intéressantes et ça m'évoque en fait, je veux sûrement bien entendu parler de ce qu'on appelle le turk mécanique. C'est un principe mécanique, purement mécanique, ni technologique, ni énergétique, mais qui aujourd'hui a été transféré dans certaines sociétés comme Amazon, qui est devenu un turk mécanique numérique. Et donc, à mon avis, c'est une approche de solution, mais peut-être que la notion là, je rejoins un peu la position du prof Reda, peut-être la gestion, une meilleure organisation, forcément, en plus du numérique, peut-être, parce que le numérique, on ne sait jamais, ça peut lâcher un de ces jours, ça peut se retourner comme nous en ce moment, qu'est-ce qu'on fera si on devient entièrement dépendant de ça. Mais ça, c'est vraiment une position personnelle. Et ça amène une autre question. Et elle a s'orienté dans un premier temps au prof Reda. Le prof Reda a soulevé tout à l'heure la question du discours hygiéniste et son impact sur l'urbanisation. Alors, selon vous, est-ce que la santé publique a-t-elle la capacité d'assurer ce type de pouvoir sur la forme des villes, sur la transformation des villes? Est-ce qu'aujourd'hui, nous devons
Alors, au lieu d'avoir, par exemple, un prof comme Racine François, architecte urbaniste, de transférer sa prise de décision dans l'espace aux personnes de la santé. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis par rapport à ça? Je vais essayer de répondre. En fait, je pense qu'il faut faire attention pour éviter de, je dirais, médicaliser l'espace, d'en faire justement, on parlait du courant hygiéniste, j'ai aimé Reda qui a soulevé, parce que quand on parle vraiment de la naissance de l'urbanisme comme discipline, comme pratique au début, fin 19e, début 20e siècle, les courants hygiénistes étaient extrêmement présents. Donc, la question aussi il y a Pasteur, il y avait toutes les notions aussi liées à la médecine, les problèmes des infections dans des logements trop serrés, les problèmes aussi d'hygiène par rapport aux égouts, tout ça. Donc, il y a toujours eu avec la ville un rapport un peu, même à cette époque-là, on dit que la ville est malade. On prend des analogies à la biologie. On dit que le cœur de la ville ne bat plus. On mélange des fonctions qui ne sont pas compatibles. Donc, ça a donné vraiment naissance au modèle fonctionnaliste. Donc, il fallait éliminer la ville historique. Il fallait carrément, avec justement, les urbanistes ont pris l'autorité du côté médical pour se réapproprier, je dirais, créer un nouveau modèle. Et même dire que la ville ancienne devait être complètement arasée, les rues étaient liées à la promiscuité, ainsi de suite. Donc là, je pense qu'il faudrait éviter si l'histoire, on veut comment dirais-je, tirer les leçons, je pense qu'il faut faire attention à ces dérives-là. Pour le moment, je sens plutôt que la santé publique a plutôt défini des principes généraux. Puis après ça, chacun essaie de se dépatouiller, que ce soit on parlait des restaurateurs ou des municipalités dans l'aménagement de leur rue. Chacun essaie de se démerder comme il pouvait pour assurer une certaine éviter les fameuses, comment on appelle ça, les fameuses... on parlait de miasmes, là on parle de pustules qui nous viennent des poumons. Puis il faut être à 2 mètres de ça parce que ça nous touche, ça nous tue. Les aérosols. Les aérosols, voilà, là c'est les aérosols. Donc, non, mais c'est vrai que c'est très inquiétant. Il faut faire attention que les instances voient la ville comme une source de maladie qu'il faut absolument détruire. Heureusement, ce n'est pas ce que je vois. Là. Je vois on est peut-être en train d'essayer d'adapter nos milieux sans dire, parce qu'au 20e siècle, il fallait détruire la ville carrément. Si on voulait détruire le virus, si on devait détruire les maux sociaux, les problèmes de prostitution qu'on retrouvait dans les quartiers, il fallait démolir puis créer de l'hygiène, des grands espaces, de la lumière, remettre l'humain dans la nature, là, un peu ce qu'on est en train de... c'est vrai qu'il y a un peu cette dérive-là où on dit « je ne veux plus vivre à Montréal, je veux vendre ma maison pour retourner dans la nature, j'ai plus besoin d'être dans un milieu de danger ». Donc, on retrouve un petit peu ça encore, mais je trouve ça intéressant, cette analogie. Mais il faut être prudent, effectivement. Alors, je vais laisser la parole au prof Frida. Je rejoins totalement François parce qu'effectivement, je faisais le parallèle avec le mouvement hygiéniste du début du 19e siècle, dans le 19e, 20e siècle, parce qu'effectivement, il y a peut-être un parallèle à faire au niveau du discours, mais le contexte de l'époque n'est pas nécessairement donc, celui d'aujourd'hui. À l'époque, on se sentait carrément démunis face un peu aux crises sanitaires. Là, aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup plus donc, d'outils. Malgré ce qui se passe, quand même, on voit qu'on a quand même un certain nombre, on a des possibles adaptations. On est capable, avec un certain nombre d'actions, donc de politiques, de faire face à la pandémie, même de vivre avec la pandémie pendant un certain temps. Ça fait pratiquement 7 mois qu'on est avec, puis finalement, il y a des gens qui s'en sortent plus ou moins mieux que d'autres. Donc, le contexte de l'époque a changé. Puis, effectivement, il y a des leçons à apprendre un peu du passé. Mais la question qui me trotte un peu dans la tête, qu'est-ce qui va rester de la suite des choses? C'est-à-dire que dans toute crise, il y a vraiment des choses qui restent. Donc, cet impact donc, de la crise sanitaire, de la question sanitaire, est-ce qu'elle va remodeler un peu la suite des choses? Puis là, on en a parlé, je pense, pour faire le lien avec ce que François disait tout à l'heure. Si on prend un certain nombre de quartiers, ça a été dans les médias, un certain nombre de quartiers qui ont été touchés beaucoup plus que d'autres. Puis finalement, quand tu regardes, ce n'est pas une propriété montréalaise, c'est pratiquement partout dans toutes les villes. Donc, tous les quartiers qui sont où il y a plus de densité populationnelle beaucoup plus importante. Donc là, ils étaient les plus touchés. Et du coup, est-ce qu'il y a vraiment des actions un peu en termes donc, d'urbanisme, en termes de planification donc, urbaine pour les prochaines années, à penser cette question-là? Je ne sais pas, François,
dans la charte un peu d'urbaniste, là, lorsqu'on commence un peu à construire des logements, etc., est-ce que la dimension sanitaire a été tout le temps là? Peut-être oui, mais elle était comme un peu en bas de la liste. Là, maintenant, peut-être que c'est une dimension à laquelle on va faire attention dans la question un peu de la mixité urbaine, dans la question un peu même au niveau fonctionnel et fonctionnaliste de la chose, à penser à tous ces éléments-là pour pouvoir les intégrer. Donc, peut-être que le traumatisme est assez puissant qu'on va vraiment intégrer cette dimension sanitaire dans les prochaines années, mais est-ce qu'elle va rester, est-ce qu'elle va disparaître après quelques années? Grosse question. Merci beaucoup. Je passe la parole à Jean-Christophe, s'il veut bien conclure cette question. C'est moins un domaine que je suis habile avec et je trouve que les deux collègues ont très bien répondu. Donc, je pense que je vais rester sur leur réponse, mais vraiment, je trouve ça très intéressant, là, leur commentaire. D'accord, merci beaucoup. Sans plus tarder, je vais aller sur l'avant-dernière question. Elle va vraiment toucher vos trois objets de présentation. Fondamentalement, vous avez mis en avant la notion d'isolement des personnes dans les espaces sanitaires avec le projet Unidée. La manière de repenser les espaces publics et la façon dont l'organisation des espaces touristiques sont réfléchis avec la présentation des profs Reda et Racine. Alors, à partir de vos expériences personnelles en termes de dynamique touristique, dynamique territoriale et dynamique humaine, comment peut-on, selon vous, faciliter l'appropriation des espaces tout en respectant des mesures de distanciation physique? Donc, comment est-ce que dans une ville qui est en principe conçue pour qu'on soit proche, pour qu'on sociabilise, qu'on en profite, mais comment peut-on s'approprier ces espaces-là tout en restant éloignés les uns des autres? C'est vraiment une question ouverte et ça peut aller dans le subjectif. Et donc, en enlevant les voitures. Quoique les voitures peuvent nous protéger, à parler d'expériences de tourisme où on était dans notre bulle sanitaire dans notre voiture, mais en enlevant les voitures dans le milieu urbain, en faisant en sorte que nos rues deviennent des rues blanches, on peut faire du ski de fond l'hiver, on peut, à mon avis, ce serait très thérapeutique. Voilà, c'est ce que je dirais. Mais je suis peut-être un peu utopiste. François, non, si on prend un peu pour faire un peu du pouce sur la question de la voiture, si on prend l'exemple de la restauration, on dit aujourd'hui ils ont besoin de quoi exactement, etc. Ils ont souvent besoin un peu de réaménager un peu l'espace. Puis pendant l'été, c'était possible vraiment d'aménager un peu des terrasses à l'extérieur. Donc, mais ça se fait au détriment un peu donc, de l'espace de stationnement donc, qui était vraiment dédié. Donc, mais là, on dit c'est l'hiver. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, peut-être François, il y a quelques années, peut-être il y a une dizaine d'années, non, même un peu moins, je crois, le Mercodère avait proposé un réaménagement de la place Jacques-Cartier avec vraiment donc, des espaces ouverts. La restauration qui aujourd'hui, si vous allez dans le Vieux-Montréal, sur la place Jacques-Cartier, il y a vraiment tous les restaurants qui ont vraiment leur terrasse collée. Lui, il disait un peu l'argument qui est présenté sur la question un peu de l'organisation du patrimoine pour qu'on puisse dégager un peu les façades vraiment de ces bâtiments qui ont souvent une valeur patrimoniale. Mais il proposait vraiment donc, de déplacer un peu donc, les terrasses au centre avec vraiment un aménagement qui permet vraiment de chauffer, etc. Et là, bien sûr, comme d'habitude, à chaque fois à Montréal, c'était le tollé parce qu'une question, on ne nous a pas consulté, etc. Mais l'idée, c'est on la creuse un peu plus. Il y a des façons de s'ajuster, de s'adapter à cette question un peu donc, de l'appropriation de l'espace, tout en intégrant un peu les caractéristiques vernaculaires de chaque territoire. Je suis tout à fait d'accord. Je trouve que ça permet vraiment justement de voir le potentiel des lieux publics et des lieux où on peut être plus ample parce qu'il faut être un peu plus à distance, mais de jouir de nos espaces publics, ce qu'on n'a pas fait depuis 20 ou 30 ans par quelques espaces. Donc, je pense que la pandémie est un peu un accélérateur là, où justement la seule façon que les restaurateurs pouvaient cet été puis je pense que ça s'est fait dans certaines villes où on a laissé l'appropriation du domaine public par les restaurants et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est des éléments vraiment intéressants. Puis ça peut être aussi l'hiver par d'autres moyens, mais je pense que c'est quelque chose de positif là, à ce niveau-là. Merci beaucoup. Je vais laisser Jean-Christophe. Oui, encore une fois, c'est plus dans l'espace, donc c'est un peu moins mon expertise, mais ce que M. Racine avait apporté tantôt, là, comme quoi de ne plus avoir de voiture, je pense pas que j'aurais osé le mentionner à haute voix comme ça, mais pour vrai, je trouve que c'est vraiment, ça a réellement une valeur, mais après ça, ce que je m'en viens à me demander comme question, c'est est-ce qu'en Amérique du Nord, plus que nulle part ailleurs,
travailleurs, peut-être, c'est encore un plus grand défi, considérant que, de base, les villes, on dirait qu'ont été construites pour accueillir les voitures avant même d'accueillir quoi que ce soit d'autre. Je prends par exemple une voiture, c'est quelque chose que personnellement, j'ai vraiment pas voulu avoir. Puis à un certain stade, j'étais dans l'obligation pour le travail, etc., parce que les autobus ne se rendaient pas. On n'est pas dans un. Ça devient très difficile parfois de se déplacer. Puis, alors que j'ai l'impression, du moins, que dans d'autres villes ou dans d'autres pays, même. Particulièrement en Europe, c'est la manière que c'est construit, c'est un peu moins en quadrilatère ou c'est moins structuré comme ça, c'est un peu plus de proximité, les rues sont plus petites, etc. Donc, je serais curieux de savoir votre avis aux deux autres panélistes sur est-ce que Montréal particulièrement serait un défi d'arriver à ce stade-là dans un monde idéal? Ben, je vais répondre parce que ça touche l'urbanisme, c'est mon dada. Mais je voulais dire oui. Ben, regarde actuellement la notion du télétravail, ce qui fait que les gens habitent, puis même les mouvements pendulaires qu'on avait auparavant avec tout le monde qui partait de la banlieue, allait travailler dans le centre et retournait le soir. Là, avec le télétravail, on arrive à complètement un nouveau changement en termes de nos mobilités. Nos déplacements se font beaucoup plus à l'échelle de nos quartiers. Nos habitats deviennent de plus en plus des lieux où on vit au quotidien. Donc, je pense que ce serait aussi une mutation dans la spécialisation des lieux, ces lieux de travail au centre-ville, puis notre façon de travailler qui est appelée à changer. Donc, peut-être qu'à ce moment-ci, puis je voulais te dire qu'à Montréal, on a créé les quartiers, les faubourgs. Il y avait juste les fortes modalités, puis ce n'était pas répandu encore. Il y avait des portes cochères là, près du Vieux-Montréal ou les premiers faubourgs. C'était pour les chevaux, ce n'était pas pour les voitures. Donc, à quelque part, l'environnement bâti dont on a hérité, sa modularité est plus basée sur le tramway et le rayon de marche. Alors, puis nos villages, la banlieue n'est pas comme ça. La banlieue, c'est des mailles beaucoup plus larges. On a fait du zonage, donc il n'y a même pas de trottoir. Les concepteurs ont pensé les éléments à une distance de voiture. Alors, je pense qu'on pourrait revenir à quelque part à l'idée d'une ville du 19e siècle où, avec des mobilités, ce ne serait plus nécessairement des chevaux, mais des vélos, d'autres choses dans la rue qu'un envahissement de voitures. Mais en même temps, le rapprochement pourrait justement rendre plus difficile la distanciation actuellement si on revient à la question initiale. Oui, mais les photos que j'ai montrées, là, c'est sur Masson, pas loin de chez moi, ou d'autres endroits. Bien, en enlevant juste la bande de stationnement, il y a en masse de place. Nos villes ne sont pas très... Par rapport à Paris, où c'est du 6 étages, logement haussmannien, les rues. Ici, on a un rapport de 3 étages. L'espace urbain est assez ample. Il y a de la place. Vraiment, je crois que... En général, ici à Montréal, il y a ce dégagement. On n'est pas dans une ville médiévale là, serrée là, qui était faite pour des fins défensives. On a quand même une trame de faubourg assez ample et assez vaste pour accueillir tout ce beau monde si on enlève quelques bagnoles, puis des camions, puis ainsi de suite. Et vraiment, je vous remercie pour cet échange. Je vais passer aux questions du public. Nous avons reçu une question, celle de M. Boudio Nguepi Armel. Alors, sa question, c'est de savoir, est-ce que selon vous, il faudra vivre finalement avec la pandémie pour un bon moment, donc par exemple plus d'1 an? Quels peuvent être les impacts sur l'aménagement urbain et la conception de nouveaux espaces? Donc, ça fait aussi un lien avec le projet à peu près de co-design, les premiers résultats que vous avez vus. Et si les autres panélistes aussi ont des apports de réponse par rapport à leurs propres objets de présentation, elles sont les bienvenues. Je vais laisser Reda là-dessus, parce que je me pose la question, si ça dure pendant 2 ans, la question du tourisme ou de la façon qu'on va se déplacer ou qu'on va envisager notre rencontre avec l'autre va changer. Est-ce que ça va changer aussi nos façons d'imaginer nos voyages et nos façons de se déplacer? Ben, probablement. Là, ce qu'il ne faut pas oublier, ce que je disais tout à l'heure, l'industrie touristique est résiliente dans le sens où à chaque fois qu'il y a eu des problèmes, qu'il y a eu des situations un peu, on a vu des opportunités, il y a toujours des personnes qui ont vu des opportunités dans la difficulté. Puis si on prend que ce soit Uber, que ce soit Airbnb, ce que vous connaissez aujourd'hui, ils sont nés un peu dans cette logique il y avait un problème quelque part, puis là finalement on a vu une opportunité où les autres ne l'ont pas vu.
J'ai vu, vous connaissez probablement le MT Lab, qui est un peu l'incubateur d'innovation ici à l'UQAM, donc en tourisme et culture. J'ai vu que les startups qui sont là, donc depuis la dernière année, ils ont réussi d'une façon assez habile, je vous dirais, à reconvertir un peu, à trouver des solutions, à offrir des solutions aux entreprises pour justement intégrer la question de la technologie dans la même. Mais ça, c'est vraiment à très petite échelle. Puis là, l'exemple qui me vient en tête, c'est l'hôtel Montville qui, désormais, par exemple, vous êtes dans votre chambre, vous avez besoin vraiment donc je sais pas, vous avez une commande, ben, il y a un robot qui va vraiment faire le service, qui va aller au niveau donc du service, qui va vous ramener. Vous n'aurez pas ce contact humain. Mais bon, je reviens à ce que Jean-Christophe disait tout à l'heure. Est-ce qu'on va pratiquement déshumaniser un peu le service? Ça, c'est une nette part de manche. Mais oui, il y a tellement de solutions. Par contre, ça ne résout pas le problème de base de cette question un peu de socialisation qui, comme disait François tout à l'heure, on a une bibite un peu qui a vraiment besoin de rencontres, etc. Est-ce qu'on va vivre finalement avec ça puisqu'on va s'ajuster? Ça, vraiment, il faut parler à des anthropologues, des sociologues, des ethnologues qui vont pouvoir réfléchir un peu à la question. D'ailleurs, je trouve que malheureusement, il y a comme aujourd'hui dans le discours public, il y a vraiment très peu de réflexion à ce sujet-là, sur cette perte un peu de socialisation. Il y en a des voix, il y a des articles qui ont été écrits à droite, à gauche dans les journaux, mais il n'y a pas vraiment de réflexion profonde un peu sur cette perte un peu de socialisation. C'est quoi un peu son impact? Puis est-ce que vraiment l'être humain est capable de vivre jusqu'à un certain temps avec cette perte de repères-là? Il y a une personne qui veut compléter. Je vais peut-être poursuivre sur ce que Reda, puis je pense que si ça se poursuit, bon, comme on vient de dire, soit qu'il y a certaines pratiques ou certains modes de vie vont changer, vont se transformer, ou il y a un questionnement autre, mais le problème, c'est qu'actuellement, on est dans une phase de temporaire. Donc, ce qui se met en place, là, est vu comme quelque chose de temporaire. Donc, pour vraiment faire en sorte que la façon d'aménager nos villes, la façon de les transformer puis de tenir compte de cette mutation, bien, il ne faudrait plus être dans le temporaire. Donc là, ça va limiter peut-être la portée, parce qu'on est toujours dans l'idée qu'une fois que c'est fini, on continue comme business as usual, comme c'était comme avant, sans tirer les leçons. Donc, moi, c'est un peu ça. Je trouve qu'on est un peu dans un état temporaire. Les humains ont besoin de stabilité. Les civilisations, là, nos fondements sont un peu chambranlants. Donc, comment revenir à faire en sorte que les décisions qu'on prenne là se fassent dans le long terme et non au court terme? C'est ça qui est un élément qui est pour moi encore inconnu, en tout cas, au niveau de l'aménagement urbain, en tout cas, je trouve. Je pourrais ajouter peut-être, puis je vois Bruno qui est là avec nous. Depuis, je vous dirais, pratiquement 2 décennies, on parle donc de la question un peu de surtourisme et de l'impact un peu sur un certain nombre d'espaces et de territoires. Et là, peut-être qu'on a l'espoir que cette fois-ci, il y a une certaine sobriété touristique qui va s'installer pour qu'en quelque sorte, ils décident un petit, l'exemple qu'on donne souvent, c'est vraiment Venise, qui est vraiment submergée pour 20 000 personnes, il y a 13 millions de visiteurs. Mais là, on dit, peut-être que cette fois-ci, les gens ils vont prendre conscience comme quoi le fait de donner plus d'accessibilité à un certain territoire, finalement, ça finit par tuer un peu ce territoire-là, qui n'est pratiquement plus un entier. On parle de Venise, une ville-musée aujourd'hui, pratiquement, il n'y a personne qui vit là-dedans. Mais ça, c'est vraiment un espoir. Je ne sais pas, Bruno, qu'est-ce que tu penses, mais ça, c'est vraiment une réflexion que nous, on fait en chercheurs. Mais la logique économique, parfois, est tellement forte que une fois que la pandémie peut-être sera terminée, il y aura un retour aux anciennes habitudes. Reda, tu me demandes mon avis. Là. Moi, je ne veux pas jeter un pavé dans la mare là, à 8 minutes d'une réunion. Là. Je vais devoir vous quitter à 2 heures. Donc, au-delà de mon opinion personnelle, là, que je vais quand même formuler, je pense malheureusement qu'on va assez vite retrouver les habitudes antérieures. Bon, maintenant, l'exemple qui pourrait être comparable, c'est ce qui s'est passé après le 11 septembre. Hein? On a dit après le 11 septembre que plus rien ne serait pareil en tourisme et tout et tout. Bon, et puis la suite est connue, hein? 20 ans plus tard, bon, tu l'évoques, là, sur tourisme et tout ça. Donc, je pense qu'on va même assister à une forme de frénésie de départ, hein, de reprise,
Surtout que, contrairement au 11 septembre, où il y a toujours une logique de menace, de risque diffus, hein, qui est toujours prégnant, et dont les conditions, là, depuis 20 ans, les fondements de ces conditions-là n'ont pas changé. Au contraire, elles se sont là, radicalisées, là, pour utiliser un mot à la mode. Je parle des fondements, je ne parle pas d'un groupe ou un autre, je parle de ces fondements-là. Hein. Il y a plus d'écart entre les riches et les pauvres. Il y a plus de conflits ouverts entre les classes sociales. Bon, les États-Unis en sont un triste exemple. Et ils ne sont pas les seuls là-dedans. Là. On le voit aussi avec la France. Puis je ne parle pas encore une fois de groupes là, ethniquement étiquetés, je ne sais pas comment le dire. Mais donc, on va retrouver, puis comment on appelle ça? Donc, le marché. Le marché va retrouver son équilibre dans le déséquilibre, hein? C'est-à-dire son équilibre dans les excès. Puis l'équilibre offre-demande, c'est quoi? C'est qu'après avoir établi finalement là, une espèce d'effet de terre brûlée sur l'industrie, tout secteur confondu, parmi lesquels on trouve, là, on a parlé d'hôtellerie, mais il y a aussi le secteur aérien. Bon, ce sont des hécatombes. Là. Il y a des pilotes de 747 qui font des livraisons de sous-marins. Là, je veux dire, c'est des choses qui vont où on va réactiver là, ces structures, on va vouloir récupérer les profits perdus. Et avec ça, on va établir tout un yield management, là, donc une logique de prix, hein, puisque c'est ce qu'on appelle la vérité des prix. C'est là que l'offre et la demande se croisent, là, dans une vérité, hein, dans une compréhension mutuelle. Dans la mesure où on ne change pas le modèle sous-jacent, là, les conditions vont demeurer les mêmes. Il y a toujours une demande. Si les prix ne sont pas trop chers hein, par rapport à la restructuration de l'offre. Ça, c'est une question qui est posée. C'est sûr que si le prix des billets d'avion double là, à court terme, ben, ça va constituer un frein. Mais fondamentalement, les choses n'auront pas changé. C'est-à-dire que les mesures qui vont fonder le frein ou l'enlever vont toujours être cette espèce de vérité des prix. Voilà. Donc, cher Reda, cher collègue, c'est pour moi, en tout cas, une forme de fatalité. C'est-à-dire que tant qu'on est dans une logique capitaliste, le tourisme aura le vent en poupe. Là. On l'a vu, puis il y a le numéro de Théoros là, qui est en construction là-dessus, qui nous amène en tout état de cause à penser qu'effectivement, il y a des structures et il y a des dimensions qui sont presque immuable. Là. Alors, il ne faut pas être fataliste non plus. Quand je dis immuable, c'est-à-dire qu'on peut toujours faire la révolution, là, mais en attendant, il y a quand même le tourisme sincère, en droite ligne, nourri et nourri par le capitalisme. Alors, là-dessus, on est simplement dans la continuité, je pense. Et sur ce, je ne vous laisse même pas le temps de me répondre. Non, mais ça, je vais me déconnecter bientôt, là. Mais c'est en toute modestie, là, moi, je ne suis pas un spécialiste là, plus que mes collègues de ces questions. Mais comme tu me posais la question, Reda, là, ça me fait plaisir. Puis d'ailleurs, bravo pour le symposium. Là, même s'il y a peu de gens, ça répond quand même à un besoin. Puis il y a le mode synchrone là, dans lequel on est, mais il y a le mode asynchrone aussi qui, évidemment, a toute sa valeur là, dans un contexte là, délocalisé. Là, voilà. Au Merci revoir, beaucoup. Bruno. Merci d'avoir remis sur terre. Mais vraiment, merci beaucoup pour tous ces échanges, ce partage d'expériences et aussi pour vos belles présentations. Il ne reste que 2 minutes avant qu'on termine. Donc, ce que je vais faire, je vais peut-être vous laisser carrément les dernières paroles. Et je voudrais savoir, est-ce que vous avez une dernière chose à ajouter ou quelque chose qui pourrait relancer les idées? Bravo, Fémi, pour ton rôle d'animation et de synthèse. C'est très bien. Merci beaucoup et merci aussi à mes aides techniques, Arnaud et Alexia, que vous ne voyez pas forcément. Merci à eux. Ouais. C'est intéressant aussi d'avoir plusieurs domaines. Là. J'ai aimé les gens là, comme Jean-Christophe, je ne connaissais pas ses perspectives. Puis mon collègue Reda, je n'ai pas l'occasion de lui parler, donc c'est le fun qu'on puisse échanger. C'est stimulant. Partagé. Merci encore une fois à tout le monde. C'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous et je vous souhaite alors un agréable après-midi et au plaisir de se retrouver pour d'autres activités virtuelles peut-être. Voilà. Salut, merci.